bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. On est ravis de vous accueillir pour cette 4e édition du Cyber Day. Alors, on a fait un format hybride, donc on a des personnes qui sont à distance. On avait plus de 1300 inscrits sur cet événement aujourd'hui. Et puis, donc, en comité restreint, dans le respect de toutes les normes sanitaires. Du coup, on a pu accueillir certains d'entre vous en présentiel. Donc, merci à vous d'avoir fait le déplacement aussi. Et merci aux personnes qui sont connectées en ligne de nous avoir rejoints. Donc, cette journée s'inscrit dans les différentes actions que l'on mène tout au long de l'année avec l'école de guerre économique en partenariat avec VEIMAG. On a donc toute l'équipe, une partie de l'équipe du club cyber de l'école qui est ici. L'événement aujourd'hui est sur les sujets liés à la cybersécurité au global. Donc, on va parler à la fois des collectivités, vous allez aussi découvrir certaines solutions beaucoup plus pratiques. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Donc, on va commencer cette première intervention donc, avec monsieur l'ambassadeur qui nous fait l'honneur d'être là ce matin pour ouvrir cette journée. Et donc, la journée se déroulera jusqu'à 18h. On a souhaité lancer cette journée sur les nouvelles approches de la sécurité. Pourquoi? Parce qu'on le voit, les attaques sont en évolution perpétuelle. Les usages aussi sont en pleine mutation, notamment dû à la pandémie à laquelle nous faisons face. Et donc, ça me semblait essentiel d'avoir à nos côtés M. Verdier pour nous parler de ce sujet et pour introduire cette journée. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, c'est un vrai plaisir d'être là. Oui, donc on m'a demandé de parler d'un sujet que je trouve passionnant, qui sont le rapport qu'on peut voir entre les communs numériques, on va y revenir, et la souveraineté. À mon avis, c'est à la marge du sujet cybersécurité, mais ça peut y contribuer. Et je vais essayer d'être très court parce que on m'a fait parvenir une liste qui nous permettrait de parler 4 heures de questions que vous avez déjà fait connaître. Je pense qu'il peut y en avoir d'autres. Ouais. Je vais essayer de faire un premier topo très concis, très court, et ensuite d'être très interactif. Peut-être quand même pour me présenter en 2 mots, oui, je suis ambassadeur pour les affaires numériques au Quai d'Orsay. Je veux dire que je suis en charge d'unifier et de représenter une diplomatie numérique complète et cohérente. Et dans une diplomatie numérique, je ne vais pas passer des heures là-dessus, mais c'est important de réaliser à quel point désormais les relations internationales sont déterminées par la révolution numérique et en retour à quel point les États essaient de s'organiser pour organiser la révolution numérique, ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle pour le numérique, et qu'il s'agit aussi d'empêcher les hyper-réactions maladroites des États qui ne comprennent pas forcément profondément cette révolution. Et donc fondamentalement, aujourd'hui, la diplomatie numérique, on la raconte souvent avec 4 axes. Il y a d'immenses enjeux de sécurité. Donc, maintenant, il y a la cybersécurité. Là, j'arrive de New York, enfin, actuellement, j'ai passé la semaine à l'heure de New York, la semaine dernière, où on négociait sur le droit international applicable dans le cyberespace, à 140 pays. On fait des dialogues bilatérales, on prend des sanctions, il y a toute une diplomatie de la cybersécurité au sens strict. Il y a de plus en plus de sujets liés à la régulation des contenus terroristes, des ingérences manifestes, massives et artificielles dans notre vie politique. Enfin, il y a une guerre informationnelle aussi. Ensuite, on prend part à la gouvernance du numérique, la gouvernance Internet, la gouvernance forum, la CAM, ça, c'est la 2e dimension de la diplomatie numérique. Il y a une dimension importante de diplomatie économique, de défendre l'attractivité et la puissance à l'export de l'écosystème français. Et puis il y a une innombrable quantité de sujets de diplomatie d'influence, de diplomatie où on défend des valeurs, la liberté d'expression, l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, le développement des pays émergents, pourquoi pas la liberté de création, la protection des droits d'auteur, c'est un droit fondamental de vivre de son travail. La diversité culturelle et la francophonie, etc. La diplomatie numérique, elle se met au carrefour de toutes ces dimensions et le vrai sujet, le plus dur, c'est pas forcément d'occuper un tel territoire. Il y a des dizaines de gens au Quai d'Orsay qui travaillent sur ce sujet. C'est souvent de trouver la synthèse et le point d'équilibre. C'était ma remarque préliminaire. La deuxième chose pour me présenter, c'est de dire que, effectivement, moi j'ai créé ma première entreprise, on ne disait pas encore start-up, et on disait à peine entreprise Internet en 1995. Et globalement, je suis resté dans le numérique depuis, en créant plusieurs entreprises, en créant et présidant un pôle de compétitivité
Cap Digital, qui suit une industrie de création en Île-de-France. Et puis en rejoignant l'État en 2013, d'abord pour porter la politique d'ouverture des données publiques, Open Data, puis en étant le DSI groupe de l'État, avant de rejoindre l'État. Alors moi, j'ai été très content que vous m'invitiez sur le sujet souveraineté et commun, parce que je pense que vous mettez le doigt sur un sujet majeur. Et en première instance, je pense que la plupart des gens, ils ne connaissent pas le mot commun ni le mot souveraineté numérique, mais la plupart des gens qui parlent de ces questions-là, ils imaginent que la souveraineté, c'est une histoire de protection, de sécurité, d'industrie lourde, de stratégie industrielle, et pourquoi pas de frontières, de limites, de taxes. Et puis les communs, c'est-à-dire les logiciels libres, Wikipédia, tout ça, c'est un truc de libertarien, de geek, léger, pas cher, et il ne voit pas le rapport. Et je pense qu'il y a un rapport majeur et que ça mérite qu'on regarde un petit peu. Alors, je ne vais pas regarder mes SMS, ne vous inquiétez pas, je me suis mis en mode avion, j'ai fait un petit plan que j'ai noté sur mon téléphone. Donc, c'est mon plan que je regarde. Et peut-être je commence par une toute petite histoire. Il y avait dans mon équipe à la DINSIC un garçon remarquable qui va se reconnaître si vous nous écoute, qui était un développeur, hein, mais qui avait une pensée native très forte et très pertinente de la souveraineté et de l'autonomie stratégique. Et il repérait des tas de pièges. Je ne sais pas, quand on passait commande d'un cloud, d'un moteur privé, il disait faisons d'abord le test de portabilité pour savoir si on pourra migrer en quelques clics. Il avait le réflexe de vérifier si concrètement on était capable de changer de prestataire en quelques jours, etc., etc. Et un jour, je lui dis mais pourquoi tu as un tel instinct de souveraineté? Et il dit tu sais, Henri, dans les années, alors, je ne sais plus, 2000, vous vous rappelez quand Apple avait fait le Newton? Les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être. Le premier organizer, avant même le BlackBerry, c'était le Newton d'Apple. C'était à l'époque, alors l'histoire d'Apple, vous vous rappelez, Steve Jobs crée Apple, puis se fait virer par ses associés actionnaires. Apple commence à se diversifier, puis commence à vasouiller un peu, et on rappelle Steve Jobs, qui, pour l'anecdote, dit « Je veux bien revenir, mais on va dire que je suis PDG intérimaire, je suis le iCEO ». Et c'est pour ça qu'il a lancé l'iPhone, l'iPod, c'était le i de intérimaire. Et donc il me dit, moi j'avais créé une vraie startup qui avait une 50aine de salariés et on faisait des applications pour le Newton. Et puis, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, Steve Jobs il revient, c'est très bien raconté dans sa biographie, la grande biographie. Et il dit, mais vous avez fait n'importe quoi en mon absence, vous avez des centaines de produits, plus personne ne comprend rien, on ne comprend plus votre offre, etc. Et il va à un tableau comme ça, et il dit, en fait c'est quand même facile, les gens ils veulent soit un ordinateur fixe, soit un portable, soit pour un usage professionnel, soit pour un usage familial. Tac, tac, on va faire 4 produits, le reste on arrête. Ça fait des espèces de petits berlingots de couleurs, ça fait PowerBook, des choses qui ont marqué l'histoire de l'informatique. Et donc, mon collègue Emmanuel, ce jour-là, c'est moi qui ai le marqué. Il me dit, ben voilà, un type qui ne savait même pas que j'existais, qui était 8000 km de là, qui avait un raisonnement marketing, va au tableau, il dessine un carré à 4 cases, et ma boîte, elle marche. Et je licencie 50 personnes. Et il avait un instinct natif qu'il ne faut pas qu'on se mette dans une position de quelqu'un que vous débranchez sans même savoir que vous existez. Et c'était devenu un ardent libriste qui cherchait toujours des solutions open source, des solutions qu'on peut bricoler soi-même, etc. Et au fond, les communs, qui n'ont pas forcément été faits pour ça, mais les communs, on peut dire que c'est les logiciels libres et c'est ces grands contenus qui ne sont pas forcément que du logiciel, comme Wikipédia, comme OpenStreetMap, comme OpenFootFact. Alors les gens du libre, j'en ai vu dans la salle, nous dirons qu'il y a 4 libertés fondamentales qui caractérisent un logiciel libre. C'est la liberté d'utiliser le logiciel comme bon vous semble. Personne ne dit tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela. Et je vais essayer de parler brièvement avec vous de l'importance que ça peut avoir dans une stratégie de souveraineté. Mais avant toute chose, je voulais dire que dans l'histoire du numérique, et donc ça fait 25 ans que j'y suis, 26 même cette année, j'ai remarqué qu'il se passe souvent la même chose. En fait, des gens normaux font des choses. Et puis, ils finissent par prendre des mots pour raconter ce qu'ils font. Et puis, ces mots deviennent un peu une religion. Et puis, il y a des gens qui disent, alors, qui peuvent passer des heures pour savoir qu'est-ce que c'est vraiment un commun, est-ce que ça c'est un pur commun, est-ce que ça c'est pas un pur commun. En fait, on s'en fout.
En fait, dans l'histoire de l'informatique, c'est même l'inverse. C'est-à-dire, d'abord, il y avait des informaticiens qui faisaient du code, puis qu'ils partageaient, qu'ils bricolaient, tout ça. Puis ensuite, Microsoft a inventé la licence logicielle et a tenté de verrouiller une partie de l'industrie du code en imposant des conditions contractuelles. Et donc, les communs, s'il vous plaît, et en plus, le problème, donc, en gros, les gens inventent et bricolent une réalité complexe et variée. Ensuite, des mots émergent. Et ensuite, parfois, ils deviennent des buzzwords et tout le monde passe des heures à passer à savoir qu'est-ce que c'est qu'un commun, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un point commun. Et puis après, il y a des boîtes de conseil qui vous vendent des communs. Et puis après, on vous dit qu'il faut acheter des infrastructures considérables. Donc, de grâce, on perd pas trop de temps à se demander ce que c'est un commun. Moi, j'appelle commun une ressource librement réutilisable qu'on produit en commun. Il y a un appel à une contribution massive et qui est gouvernée par ceux qui la produisent. Et prenez comme exemple, celui qui a le rôle tactique le plus clair et le plus facile à comprendre, c'est OpenStreetMap. OpenStreetMap, c'est une sorte de Wikipédia de la carte, de très grande qualité, qui a clairement au moins le niveau de qualité de Google Maps. Et il y a des règles de gouvernance très sophistiquées. Alors, le mot commun quand même, et après je viens à notre histoire de souveraineté, il a lui-même une longue histoire. Vous savez, comme moi, que longtemps, on a vécu avec des bois communaux, des prés communaux, etc. Ensuite, alors Marx dirait que l'expropriation des communs, c'est la phase primaire du capitalisme qui a été une accumulation violente, où on a exproprié les paysans anglais de leur land, où ils avaient le droit de chasser la perdrix, de leurs bois communaux, où ils pouvaient ramasser du bois, etc. On les a délibérément expropriés pour les faire aller à l'usine. Mais bon, si vous ne croyez pas Marx, je m'en fiche, lisez d'autres historiens. Puis il y a une espèce de grande théorie de la soi-disant, ou prétendue tragédie des communs, puisqu'il y a un polémiste qui se présentait comme économiste, qui a écrit un grand livre disant les communs, comme personne ne veille à leur pérennité, ils finissent fatalement par disparaître, et finalement les seules ressources qui survivent, c'est celles qui sont cultivées par quelqu'un qui a intérêt à les cultiver. Et précisément, dans les années 80, il y a une dame qui a eu le prix Nobel d'économie qui s'appelait Elinor Ostrom, qui a montré que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu énormément de communs qui ont traversé les siècles et qui précisément avaient une gouvernance très sophistiquée, parfois à 6, 7, 8 étages. Hein, et elle a examiné, et c'est ces travaux-là qui ont valu le prix Nobel d'économie, elle a examiné comment les Indiens de la baie d'Hudson s'organisaient pour se distribuer les quotas de pêche sans faire de surpêche, comment les Indiens d'Amazonie s'organisaient pour faire de l'agriculture sur brûlis, mais avec des rotations de 40 ans pour pas détruire la forêt, etc., etc. Donc en général, pour un commun, il y a aussi une gouvernance un peu complexe, puisqu'on donne des droits différents à ceux qui s'intéressent à l'intérêt de la communauté, à ceux qui s'intéressent à la... Par exemple, il y avait un collègue de mon équipe qui avait regardé dans Wikipédia, qui avait montré pas loin de 7 instances de gouvernance dans Wikipédia. Il y en a une pour gérer les controverses sur les contenus, mais il y en a une aussi pour gérer les choix technologiques. Il y en a une pour gérer les stratégies d'investissement. Il y a toutes sortes de gouvernance pour faire survivre Wikipédia. Alors, pourquoi ça peut servir dans une stratégie de souveraineté? J'ai envie de dire, moi j'ai envie de noter 4 raisons. La première, je vais changer l'ordre de ce que j'ai écrit sur mon papier. Je vous l'ai dit, ça fait 25 ans que je suis dans le numérique. J'ai vu je ne sais combien de fois la France et ou l'Europe se lancer dans des bidules à l'européenne. On va faire un Google à la française, on va faire un Facebook à la française. Maintenant, pour moi, c'est une sorte de marqueur. Quand j'entends à la française, je sais que ça va rater. Mais pas parce qu'on serait français, pas à cause du mot français, parce que dans l'économie numérique, déjà, si vous partez deuxième en assumant que vous êtes en train de copier quelqu'un, dans une économie où il y a une croissance hyperbolique et où la valeur croît comme le carré du nombre d'utilisateurs et où winner takes all, il n'y a aucune chance de réussir. C'est-à-dire, si vous faites un copier-coller de Google et que vous partez derrière, vous êtes déjà perdu, quoi. Parce que le temps que vous gagnez 4 clients, il va en gagner 16. Parce qu'il y a des croissances au carré. Donc, quand vous dites... Or, il me semble qu'il y a un raisonnement implicite de toutes ces stratégies de rattrapage. Elles se disent, il y a un acteur hégémonique qui nous écrabouille, on va faire un contre-acteur hégémonique. Et ce que nous montrent les communs, c'est qu'on peut aussi gagner la bataille avec des acteurs non hégémoniques. Et même d'un certain point de vue, si on regarde bien, aujourd'hui, dans le consumer Internet, dans ce marché des produits très grand public, les seuls points de butée qui, au fond, ont un petit peu résisté aux GAFAM, pour les nommer,
c'est les grands communs contributifs. C'est des trucs où il y a des millions de contributeurs. C'est Wikipédia, OpenStreetMap, il y a un projet français qui s'appelle Open Food Facts, dont j'espère, à qui je souhaite le même futur, parce que finalement, face à des produits qui ont été faits de manière implacable, en collant aux usages avec une précision d'exécution qui fait froid dans le dos, et qui ont eu des budgets d'investissement après la phase initiale, une fois qu'ils avaient prouvé qu'ils avaient gagné en milliards de dollars, il faut bien des millions d'acteurs qui amènent chacun toute leur intelligence, etc., pour faire un point de vue. Et donc, j'ai envie de dire, la première raison pour laquelle les gens qui réfléchissent à la souveraineté de l'Europe, et donc que l'Europe ne se retrouve pas dans la position de mon collègue Emmanuel, qui fait qu'un jour, quelqu'un peut les débrancher sans savoir même qu'ils existent, c'est de dire, en fait, on n'a pas forcément besoin qu'il y ait des acteurs hégémoniques. On peut vivre dans un monde où il y a des ressources qu'on a en partage, qu'on fabrique en partage, qu'on maintient en partage et qu'on exploite en partage. Et donc, chaque fois qu'on dira, donc typiquement, si je bâtis un service numérique qui utilise Google Maps, c'est très bien, j'ai rien contre Google, mais ils peuvent changer les tarifs de leur API en une nuit. D'ailleurs, ils l'ont fait en juillet 2018 en disant, je suis désolé, ça va coûter 100 fois plus cher à partir de demain. Alors, ils nient parce qu'ils ont changé toute la grille tarifaire. Mais en moyenne, pour un gros utilisateur, c'était 100 fois plus cher. C'était pas cher non plus, hein, mais ça faisait quand même 100 fois plus cher. Donc, vous pouvez travailler là-dessus, ou vous pouvez travailler avec OpenStreetMap en disant, bah, ça, c'est gratuit. Si d'ailleurs, je suis pas content de ce que devient OpenStreetMap, je copie et je fork et je maintiens ma version. S'il y a des erreurs dans OpenStreetMap, bah, je les corrige moi-même. Parce que vous voyez là, toutes les libertés de réutiliser, de copier, de modifier, c'est aussi des libertés d'autonomie stratégique. S'il y a un problème, bah, on le règle. S'il y a une donnée qui est fausse, on la change. Si la communauté ne nous plaît plus, on la quitte, mais avec le logiciel. Donc c'est la première raison, mais peut-être la plus forte. Ça nous permet de jouer des stratégies alternatives, qui ne sont pas des stratégies de contre-hégémonie, qui sont des stratégies de vider de sa valeur une position hégémonique. La deuxième raison pour laquelle ça peut jouer un rôle très important, c'est de dire il faut vraiment réaliser à quel point l'économie numérique, c'est une économie de plateforme. Donc c'est une économie où la puissance vient à celui qui partage une ressource pour devenir le socle, la base d'un écosystème d'innovation. La valeur de Facebook, c'est la valeur des milliers de petites applis, enfin de tout ce que nous on partage dans Facebook et des milliers de services qui se sont greffés sur Facebook. Et très souvent, la valeur c'est pas que ça la valeur d'Apple, mais une partie importante de la valeur d'Apple, c'est les millions d'applications qui sont dans l'App Store et sur lesquelles Apple prend 30% du prix de vente. Donc c'est un point haut stratégique. Une fois que vous êtes devenu plateforme, une fois que des gens viennent innover chez vous, viennent cultiver votre ressource, vous trouverez bien un business model. Alors Apple, il est simple d'un point de vue fair, puisqu'ils disent juste je prends 30% du chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir des business models plus sophistiqués de partage des données, mais d'un certain point de vue, les géants du numérique, ils ont tous fait la même chose. Ils ont fait des ressources, ils ont dit venez vous en servir, vous allez voir, c'est formidable. C'était carrément formidable. Et puis ils ont dit bon, bah maintenant on va partager une partie de votre valeur ajoutée, mais pas de la mienne. Et donc ils se sont retrouvés dans un point haut stratégique. Et donc s'assurer de libérer des ressources, s'assurer qu'il va exister des ressources non propriétaires et qui ne vous asservissent pas, pour lesquelles vous n'avez pas à entrer dans des conditions générales d'utilisation, pour lesquelles que vous pourrez utiliser sans permission. La permissionless innovation. C'est un vrai levier de souveraineté, c'est un vrai levier d'autonomie stratégique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour moi, dans une stratégie de commun, j'y rajoute l'open data, le code source, tout ce qui relibère des ressources qu'on pourra utiliser sans permission. Et c'est vraiment important. La troisième raison pour laquelle ça peut être très important, c'est qu'on trouve des alliés. Alors, parce qu'il y a les grands communs auxquels j'ai fait allusion, puis parfois, la puissance publique peut utiliser les communs, et moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je vais conclure en vous parlant de ce qu'on a fait la semaine dernière. Mais quand j'étais à la DINSIC, par exemple, on a trouvé qu'il était utile de comprendre enfin les effets d'une réforme fiscale. Et donc, on a lancé un projet qui s'appelait Open Fisca, qui était les 40 000 règles du droit fiscal et social mises en modèle informatique ouvert et activable.
Et quand on a commencé, des tas de gens nous ont dit oui, mais alors nous, les collectivités locales, on a aussi des aides. Alors chacun a ses propres aides aux entreprises, etc. Après, on a vu des pays qui nous ont dit mais on pourrait peut-être faire ça à la taille européenne. Et on leur a dit mais pas de problème, c'est un commun, tout est sur GitHub, vas-y, rajoute les règles. Et petit à petit, une communauté a grossi. Et on a pu, nous, on payait 3 développeurs et tout le reste de la communauté, c'était des gens qui trouvaient que ce projet était vraiment essentiel et qui venaient le renforcer et y contribuer. Ce qui peut avoir un avantage aussi, là je peux le raconter, maintenant il y a prescription. Ce projet, il avait été lancé sous un certain Premier ministre qui était Jean-Marc Ayrault, à la demande de l'équipe de ce Premier ministre. En gros, il avait fait des réformes fiscales et Bercy lui cachait les données parce que vexé qu'un Premier ministre se permette de faire une réforme fiscale. Et donc, le Premier ministre suivant, il m'a dit, mais dis donc, ton truc, ça m'a l'air un peu bizarre là. Parce qu'évidemment, ça permet aussi à l'opposition de dire, mais votre réforme fiscale, elle pénalise les femmes au foyer. Regardez, j'ai fait les calculs. Et j'ai dit, bah, si vous voulez, j'arrête. Hein. Simplement, maintenant, ils sont 50 contributeurs qui ne sont pas dans l'État, que je ne paye pas et qui vont continuer sans nous. Donc, peut-être que c'est mieux qu'on reste quand même avec eux pour avoir un regard sur la suite du projet. Donc, l'avantage aussi d'avoir plein d'alliés, c'est que ça fait des projets plus résilients parce qu'on les débranche moins facilement. Et le dernier avantage, là aussi très tactique, c'est que quand on sait faire, hein, parce que c'est pas forcément instinctif de partager le pouvoir, de partager la décision, mais ça peut nous donner une très grande agilité puisque précisément il y a ces ressources essentielles. Donc, je vais terminer par un exemple et puis... Ah non, je vais juste vous dire quand même que dans les années qui viennent, les mois qui viennent, le Quai d'Orsay va beaucoup promouvoir au sein de l'Europe l'idée que la souveraineté numérique européenne, ça passe par des stratégies industrielles, hein, parce que par ailleurs, je suis pas en train de dire qu'il faut pas mettre le paquet sur la 5G, l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, le cloud. Bien sûr, il faut, et on préférait avoir des industries puissantes en Europe. Mais ça passe aussi par les communs, que franchement, si l'Europe trouvait, j'en sais rien, moi, 50, 100 millions d'euros pour aller aider Firefox, Wikipédia, Linux, machin, ça ferait pas de mal et ça nous ferait des amis et des alliés. On va pousser cette idée. On va la pousser à l'international parce que quand vous regardez par exemple ce qui se passe en Afrique, ça fait un peu froid dans le dos, la manière dont des pays et des entreprises sont en train de dire à l'Afrique, si tu veux, je vais te faire un Internet propriétaire. Alors évidemment, il sera pas neutre, tu n'auras pas ton mot à dire, ça sera mes règles, ça sera mes business models, mais au moins tu auras une apparence d'Internet, et ça fait froid dans le dos. Il faut expliquer à ce continent émergent qu'il croit qu'il gagne parce qu'on lui déploie des satellites gratuits la semaine prochaine, mais il perd pour les 50 années qui suivent. Donc on en fera un levier de notre diplomatie. Et je termine en vous racontant un exemple du dernier commun qu'on vient de lancer. Alors, vous avez tous remarqué, et je viens d'y faire allusion, qu'on vit quand même dans un monde qui est lourdement déterminé par les conditions générales d'utilisation des entreprises dans lesquelles on vit. Et ces conditions générales d'utilisation, vous les signez sans les lire, puisqu'elles sont plus longues qu'une pièce de théâtre. Chez Amazon, il y a plus de mots que dans Cyrano de Bergerac. Et de toute façon, ça ne sert à rien de lire, puisqu'elles changent tous les 15 jours sans que les changements vous soient forcément notifiés. Et c'est assez embêtant, non seulement pour vos libertés individuelles, mais pour le régulateur, qui ne sait pas si ces décisions ont été instanciées ou pas dans les CGU, et pour le législateur, qui rentre dans une sorte de jeu de chat et souris, où on prend des décisions, et à ce moment-là, les conditions d'utilisation changent, et on doit revenir par ailleurs, et ça peut être très important. Enfin, par exemple, la question de savoir si Blablacar, c'est une entreprise de transport ou une entreprise de mise en relation, ça a des conséquences fiscales et des conséquences sur leur obligation d'open data. Et donc, en changeant les CGU, parfois, on peut changer de catégorie et échapper à des régulations entières, etc. Donc, c'est vraiment un vrai problème. Et il y a un problème aussi pour la recherche mondiale qui a du mal à savoir dans quel ordre juridique nous vivons, puisqu'il faudrait pour ça comprendre la totalité du sens de toutes ces CGU. Et donc, on s'est dit, nous, on veut en avoir le cœur net. Donc, on a dit, on va lancer un commun. Donc, avec 1,5 personnes pendant 4 mois, on a fait un truc où on a commencé à aspirer les CGU à l'époque, c'était une 50aine de boîtes, donc 150 contrats, toutes les heures, et à stocker les CGU et toutes leurs modifs. Et puis, on a dit, on va en faire un truc libre et ouvert. Donc, on met sur GitHub. Les gens peuvent télécharger les données brutes s'ils veulent continuer sur nous. Ils peuvent prendre le code. Ils peuvent aussi utiliser à travers une API, etc.
Il n'a pas fallu 2 mois pour qu'une association qui faisait déjà un peu ça, qui s'appelait Tossback, nous dise si tu veux, je te partage toutes mes ressources parce que ton code, il nous intéresse et nous, on a fait ça un peu à la mano. Donc là, on est monté à 350 boîtes et 700 contrats. Et puis, on a développé un petit. Donc, on voulait montrer qu'on allait créer une plateforme ouverte permettant de faire plein de ressources. Donc, on a inauguré l'Open Terms Archive et on a fait une première application qu'on a appelée Scripta Manent, qui permet de dire je prends n'importe quel CGU des 300 boîtes qu'on suit et je veux savoir qu'est-ce qu'elle disait, je sais pas quoi, la date que vous voulez, donc le 1er novembre 2020, et puis qu'est-ce qu'elle dit à la date que je veux, donc 20 novembre 2020 ou aujourd'hui, et ça fait apparaître, vous savez, comme sur une correction apparente sur Word, les changements, les suppressions et les délétions. Et puis là, on a vu que ça commençait à susciter de l'intérêt. Et alors hier, et j'étais quand même assez fier, la ministre du numérique de Taïwan, Audrey Tang, a fait un pull request, donc elle a proposé une contribution, elle a fait la traduction en chinois de tout le truc et on a basculé. Donc maintenant, on est en 3 langues, français, anglais, chinois. Et puis, on va continuer. Il y a un certain nombre de grands acteurs des communs numériques de la Silicon Valley qui sont en train de regarder avec nous si ça ne vaut pas la peine de faire une fondation qu'ils pourraient financer. Et vous voyez comment, avec 2 développeurs, là, on essaie alors à la fois comment la stratégie est importante, y compris dans notre diplomatie numérique, c'est-à-dire nous, on est contre personne, on veut rééquilibrer les pouvoirs. Donc, on veut que les boîtes, les citoyens, le législateur aient la même connaissance de la situation et puissent travailler sur la même ressource. Et on pense que ça va rééquilibrer la bataille. Donc, on voulait aussi un commun pour partager du pouvoir avec plus d'acteurs. Et en même temps, comment? Parce qu'on maîtrise un peu les codes des communs. Avec un emploi, on est en train de créer un effet boule de neige. En tout cas, on va essayer. Et on atteint notre cible sans avoir dit je bétonne tout, il me faut 10 ETP, ce sera prêt dans 1 an, etc., etc. Voilà un exemple d'une tentative d'utiliser les communs au service d'une meilleure souveraineté. Et j'ai été beaucoup plus long que ce qu'on m'avait demandé, donc je me tais et je prends une question. Bon, c'était très bien, merci beaucoup. Alors, on va commencer par quelques questions que je vais vous poser, puis après, on vous laissera l'opportunité donc, de poser des questions ici dans la salle, et puis on prend aussi les questions des personnes qui nous regardent à distance. Par rapport à ce que vous venez de dire, la définition des communs, comment on peut favoriser l'usage de ces communs numériques dans des sociétés, des entreprises qui sont habituées à consommer des produits ou des services étrangers et qui ont une place essentielle dans leur vie et qui mettent un peu à défaut leur sécurité, la confidentialité de leurs données parfois et la souveraineté économique de nos concitoyens. Ça dépend de l'entreprise ou de la collectivité. Je vais juste dire que souvent, le discours que je viens de partager avec vous, il est pris par le monde du logiciel libre, et dans le monde du logiciel libre, j'ai envie de dire, il y a quand même un peu 2 sujets. Il y a la bataille dans les biens de grande consommation, hein, le mail, la messagerie instantanée, Word, Excel, tout ça. Elle est importante, je dis vraiment pas le contraire, mais elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'en gros, aller dire à 1000 ou 10 000 ou 100 000, pour l'État, 1 million d'usagers, à partir de demain, vous allez travailler dans un truc un peu moins convivial, un peu moins ergonomique, c'est pas facile. Et ils ont l'impression que vous êtes sectaire, etc. Donc on peut le faire, mais il faut pas oublier qu'il faut soit le faire en prenant bien le temps de former les gens, soit en mettant le paquet, en mettant de l'argent pour que la qualité de service soit comparable avec un produit propriétaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on ne regarde pas assez l'autre côté, la soute, les infrastructures. Parce qu'en revanche, du côté par exemple, quand je travaillais comme Dinzik, pour une sous-préfecture, faire un service d'information aux voyageurs pour savoir les routes enneigées, au moment où vous concevez le service, c'est pareil de décider de le faire en tapant dans l'API de Google Maps ou d'OpenStreetMap. C'est pareil, quoi. Et donc là, moi, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on se dise tout ce qui est infrastructure structurante, les infrastructures physiques ou cognitives. Et d'ailleurs, au fond, quand on regarde de près, Internet tourne sur du libre. Parce qu'enlever Apache, MySQL et Linux, vous détruisez Internet, quoi. Et pour ça, en général, il y a quand même une deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un peu de culture de dev chez soi. Moi, ce que j'ai vu dans l'État quand je suis arrivé il y a 10 ans, c'est qu'on était allé trop loin dans la outsourcing. Et franchement, c'est pas pour faire le malin,
Mais des dizaines de fois, j'ai vu le moment où si on avait un développeur résident, on pouvait faire en quelques jours, semaines, pour quelques dizaines de milliers d'euros, des choses qui auraient pris des mois et des millions d'euros à acheter. Et c'est normal. Enfin, nous, on rigolait avec notre équipe en disant que chez les grandes entreprises du CAC 40, même le projet zéro, il coûtait 200 000 euros. Puisqu'il faut faire le projet d'investissement, le comité d'investissement, les specs, le comité de blabla, le comité de suivi, le comité de recettes. Donc le conseil que je donnerais, c'est ayez de la capacité, de la ressource propre, ayez chez vous une petite capacité interne et demandez-leur déjà de privilégier pour tout ce qui est back-office, infrastructure, etc., couche profonde, toujours privilégier le libre. C'est-à-dire qu'il faudrait presque inverser la charge de la preuve. Si vous devez m'expliquer pourquoi vous ne prenez pas du libre. Prouvez-moi pourquoi ça ne suffit pas et pourquoi vous voulez acheter. On prendra les batailles des outils de grande consommation plus tard. C'est plus compliqué. Voilà. Mais on les prendra aussi, mais plus tard. Okay. Et est-ce que l'État a un rôle d'incubateur pour faire naître ce type de solution? Moi, c'est là que je disais tout à l'heure, méfions-nous de l'État qui peut arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Wikipédia, OpenStreetMap et beaucoup d'autres, Linux, machin, ils n'ont pas besoin de nous. Et si on arrivait à dire, la France vient vous aider, il dirait, passez votre chemin, j'ai pas besoin de vous. L'État, il peut jouer un rôle. Moi, à plusieurs reprises, avec mes équipes, on a joué le rôle d'allumette. Mais donc, j'ai cité OpenStreetMap, j'ai cité OpenTerms Archive. Et là, c'est parce qu'il y avait un besoin qui était. Non, j'ai cité, OpenFisca et OpenTerms Archive. Là, c'était un besoin très proche du service public et c'est nous qui en avions besoin et on a allumé le mouvement. Mais fondamentalement, il ne faut pas se dire que c'est la règle, fatalement la règle. Et il faut qu'on apprenne aussi, ce qui est compliqué, à aller aider humblement les gens avec qui on travaille et dont les ressources nous sont utiles, sans prétendre prendre une hégémonie, vouloir décider ce qui va se passer, etc. L'État, il peut quand même jouer un rôle, je termine avec ça, en tout cas, on a essayé depuis 5 ou 6 ans un peu de nudge, si je puis dire, un peu de mettre un meilleur climat. Donc, par exemple, quand la loi pour une république numérique dit que tous les logiciels produits par l'État seront libres, en fait, puisqu'elle dit à la fois que le code est ouvert, enfin, on les traite comme des données publiques au terme de la loi CADA. Donc, on dit que le code est accessible et que tout le monde peut en faire ce qu'il veut. Donc, en fait, on dit que c'est du logiciel libre. Quand là, on a échoué, mais on a proposé de créer un statut de contributeur à un commun pour pouvoir les rémunérer. C'est le ministère de la Culture qui nous a plantés. Il a eu peur qu'on touche au copyright. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent prouver qui peuvent rendre les choses plus faciles et surtout les banaliser, montrer que c'est pas un truc de geek, de secte, d'illuminé, d'hurluberlu, etc. Et est-ce que les communs numériques et donc leur nature collaborative peuvent stimuler dans un sens la connaissance et favoriser la démocratie par le savoir? Oui, bien sûr, mais face à tout ce qui est fake news, désinformation, ce genre de choses-là. Oui, mais attention, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, méfions-nous des mots religieux, là, où les gens disent ça c'est un commun, donc c'est bien, ça c'est pas un commun, donc c'est mal. En tout cas, je constate que Wikipédia résiste bien aux fake news, mieux que Facebook. Donc, bien utilisé, quand on a designé les règles du jeu, les règles d'interaction, les points de transparence, etc., ça peut faire partie de la solution. Et deuxièmement, nous, par exemple, si vous cherchez un peu disinfo.quaidorsay.fr, vous verrez un programme. Mais ça, c'est autre chose. Donc, moi, j'utilise aussi les communs, l'open source intelligence et le logiciel libre dans la bataille contre la désinformation. Mais à la limite, pour une autre raison. La désinformation, c'est 2 dangers. Le premier danger, c'est qu'une puissance étrangère vous fasse croire un truc fou et change le cours d'une élection. Ça, il faut l'empêcher. Ou que les Français veuillent plus vacciner, ou que sais-je. Mais le deuxième danger, c'est qu'on réagisse comme des fous et qu'on crée, par exemple, je sais pas quoi, une cellule secrète cachée dans l'État qui débranche toutes les informations qui nous semblent fausses et que petit à petit, on crée un monde orwellien. Et donc, en fait, c'est aussi un danger pour la démocratie dans la manière dont elle va réagir elle-même. Donc, nous, il nous a semblé depuis le début que la seule bonne réponse face à des informations, c'était d'empowerer la démocratie elle-même. Vous savez, bon, par exemple, alors là, c'est pas la... Bref, on est filmé, mais tant pis. On trouve quand même que des choses comme Sputnik ou Russia Today, c'est un peu lourd, quoi. Et c'est un peu
mensonger et c'est un peu pénible. En même temps, on est un pays qui respecte la liberté d'expression. Ils arrivent, ils disent n'importe quoi, on les laisse faire, quoi. La meilleure réponse, c'est ce qui s'est passé en Suède. En Suède, les Suédois, ils ont dit, mais c'est quoi ce truc? Personne n'a liké, personne n'a tweeté, personne n'a retweeté, personne n'a partagé. Et 3 ans plus tard, Russia Today, Suède, a fermé. En disant, ici, ça marche pas. C'est quand même la meilleure réponse. Quand la société dit, bah, ce truc-là, c'est n'importe quoi. Et donc, nous, on a fait un programme qui est pour l'instant un petit peu un prototype, mais où on partage des outils pour détecter si dans un cluster de hashtags, il y a beaucoup de bots, si la propagation semble artificielle, quelle est la première occurrence de cette info, et des outils qui sont tous libres et gratuits, en disant plus il y aura de gens qui seront à l'aise avec ces outils, plus il y aura de points de vue, de gens qui s'en serviront, sans forcément le faire dans l'État, mieux on se portera. Donc le livre là, et le commun et tout ça, on l'utilise, et l'ouvert, un peu différemment. C'est pour distribuer autrement le pouvoir d'action, pour qu'il n'y ait pas que l'État qui sache. Et c'est aussi une tactique, parce que si demain il y a une vraie attaque, si, j'en sais rien, moi, la rumeur flambe que le président Macron a fait assassiner l'ancien président Sarkozy. En fait, on aura du mal à aller se défendre tout seul. Nous, l'État, on ne nous croira pas. Donc si on va à la télé pour dire non, on l'a pas assassiné, donc il faudra que d'autres gens disent ah bah non, c'est n'importe quoi, on a bien gardé les données, des gens qui ne sont pas l'État. Donc là, c'est pour travailler la résilience, la résilience de la société. Ok, et si du coup on n'agit pas sur les prochaines années, donc sur les 10-20 années à venir, est-ce qu'on peut affirmer que l'économie sera en totale dépendance vis-à-vis des solutions numériques étrangères? Oui, mais elle l'est déjà. Le commerce, c'est d'être dépendant. Je veux dire, ce qui est grave, c'est pas forcément d'avoir en tout cas une adhérence à l'étranger. C'est très intéressant. La France, en ce moment, essaye de pousser fortement, et on commence à marquer des points, le concept d'une souveraineté numérique européenne au sein de l'Europe. Mais on doit contourner des espèces de préjugés de nos collègues européens. Alors, le premier préjugé, ils ont hélas pas tort, hein. Ils disent, oui, vous les Français, on vous connaît, vous prenez des grands mots solennels, et c'est pour protéger vos vieilles boîtes, votre capitalisme monopolistique d'État, où c'est des énarques dans la boîte, qui vont voir des énarques au cabinet ministériel pour demander une rallonge, pour pas couler parce qu'ils ont planté le lancement de leurs produits. Donc on leur dit, oui, c'est vrai, ça a pu arriver qu'on soit comme ça, mais on a changé, vous inquiétez pas. Le deuxième sujet, c'est qu'ils pensent parfois que quand on dit souveraineté numérique, c'est une prétention à dominer le numérique. Et ils nous disent, mais ça sonne un peu chinois, votre truc. Donc, quand on leur répond non, on vous parle de souveraineté dans le numérique. C'est juste être un peuple libre dans le numérique. Ce qui ne veut pas forcément dire contrôler Internet. Ça veut dire, nous, avoir le choix dans Internet. Et le troisième truc, c'est qu'ils pensent parfois que c'est une forme de protectionnisme, que c'est l'intégration verticale d'une filière industrielle franco-française. Et on leur dit non, on cherche une autonomie stratégique. Et j'y ai fait allusion, une autonomie stratégique, ça ne veut pas dire qu'on ne dépend pas des autres, ça veut dire qu'on reste libre. J'y ai fait allusion à l'instant, quand j'étais d'Inzik et qu'on a dû acheter du cloud à une entreprise, on en a aussi monté. Alors, on a fait deux choses. D'abord, on a dit, en fait, on va quand même en construire un. Donc, on a construit un cloud sur OpenStack pour être sûr qu'on savait le faire et qu'à tout moment, si c'était absolument indispensable, on pouvait dire, je reprends mes billes, je sais le faire. Et deux, comme j'ai dit, on a veillé à ce que les contrats soient résiliables facilement et qu'on puisse migrer facilement. Et dans ce cas-là, pas de problème de bosser avec des prestataires, même étrangers. Donc, voilà, j'ai envie de dire à votre question, bah oui, on dépend des autres, mais encore heureux. Enfin, on espère, nous on défend une révolution numérique mondiale où tout le monde prenne sa part, avec des échanges, avec c'est pas grave de dépendre des autres. Ce qui est grave, c'est d'être esclave des autres. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et je vous propose de l'applaudir pour sa venue.